ce que je veux bien vous montrer, c'est que cet aménagement, c'est un aménagement qui est pensé, mais vraiment pensé. Et quand on fait un aménagement, on délimite déjà un périmètre. Périmètre du site Saint-Bernard, il va, pour ceux qui connaissent, de la mare jusqu'à la Croix d'Ahuy au nord, du chemin des Vaux à l'ouest, jusqu'à cette partie-là, si on trace une ligne droite, qui n'est pas droite, mais c'est la rue d'Arnay et Pont qui relie et les côtes d'Ahuy. Donc un site extrêmement vaste. À partir de là, on va essayer de voir, point par point, comment ont été aménagées, comment a été mise en pratique cette vision. Premièrement, les portes. Alors là, vous en avez une magnifique, c'est la plus grande. On ne dirait pas, et pourtant. D'abord, cette porte-là, c'est la porte des voitures. Et oui, si vous voulez pas de gens dans le site, de voitures dans le site, il faut les mettre quelque part. Donc ici, on a 3 parkings. On a le parking du cimetière qui est ici, qui est ombragé pour le moment. Vous avez le parking des petits Chandalous qui est ici, qui reste à aménager parce qu'il n'est pas encore arboré, mais un jour il sera arboré. Et puis vous avez aussi le parking qui peut se faire le long de la rue des Chandalous. Ensuite, à partir de là, on peut aller partout. On peut aller dans le bois, on peut rejoindre le village, donc la mare, et on peut partir sur la Croix d'Ahuy. Alors, vous avez donc un endroit absolument central. Il faut faire un cimetière paysager en intégrant ce qui existe déjà, c'est-à-dire des haies. On va les voir. Nous sommes en 2005 en plein milieu de l'urbanisation du lotissement des Champs-Rémy. Il faut bien voir la chronologie. Et la mairie vient de récupérer la vigne qui fait partie du lotissement. Et vous savez qu'il y a un pourcentage d'espaces verts qui doivent être réservés. Et la mairie s'est fait réserver la partie qui était encore en vigne. Donc, le principe, c'est d'intégrer la vigne, le futur cimetière, dans le site Saint-Bernard, de manière à ce que l'entrée, ce soit une entrée cohérente. Et donc, vous avez ici une intégration du cimetière au site dans un esprit naturel. Donc là, c'est déjà un premier point. Donc ce site a été le cimetière a été aménagé en 2009. Et vous avez des continuités avec, regardez, vous voyez, vous avez ici un carrefour. Partout a été étudié les cheminements de façon à avoir un maximum de perméabilité du site. Mais je voulais vous amener à la Croix d'Ahuy. Alors pourquoi la Croix d'Ahuy? Parce qu'elle regarde Ahuy, tout simplement. Et c'est une croix de dévotion qui a été installée en 1826 par une dame Bouin qui avait une dévotion particulière pour la croix et qui l'a fait installer ici, à l'extrémité du village. On est à l'extrémité du village et à l'extrémité du site. Quand vous êtes sur la croix, vous pouvez emprunter le chemin des bois. Vous voyez, ici, ça s'appelle le chemin des bois, parce qu'on ne se casse pas la tête à Fontaine. On prend les noms de ce qui est devant soi. Et ensuite, on rejoint la Combe-Souillot à pied, si possible, par ce cheminement-là. Devant vous, vous avez un paysage qu'on appelle la côte arboricole. Pourquoi arboricole? Parce qu'il y a des arbres. En effet, vous en voyez quelques-uns. Vous avez ici une côte qui regarde vers l'est, c'est les côtes d'Ahuy. Et les côtes d'Ahuy, c'était des vignes. Qui dit côte dit vigne. Il n'y a pas de vignes de ce côté-là, il y en a de l'autre côté parce qu'elles regardent toujours vers l'est. Et c'est un paysage en lanière qui malheureusement est en train de disparaître, mais qu'on va voir parfaitement ici, là où vous voyez une ligne d'arbres. Vous avez ce qui correspondait à une ouvrée, c'est-à-dire ce qu'un vigneron pouvait bêcher en une journée. Et il n'y a pas possibilité de protéger ce paysage. C'est bien dommage,
parce que c'est vraiment quelque chose qui se perd. Chaque alignement d'arbres, c'est une ancienne parcelle de vigne. Par conséquent, on va faire demi-tour et on va suivre le chemin jusqu'à rentrer à l'intérieur du site. Nous sommes ici à l'entrée des Connotes et je me suis arrêtée là pour vous dire qu'on a beaucoup utilisé ce qu'on appelle la toponymie, c'est-à-dire l'étude des noms de lieux. Nous sommes ici sur l'esplanade d'Ahuy. Donc on avait l'esplanade des Connotes et là c'est l'esplanade d'Ahuy parce qu'on regarde évidemment vers Ahuy. Cette esplanade, c'est un aménagement récent. Les arbres, ça va venir plus tard, mais vous voyez qu'il y a une réflexion qui est conduite sur l'implantation d'arbres parce qu'on a des sécheresses épouvantables et toutes les campagnes de plantation d'arbres actuellement se soldent par un échec. Heureusement, sur cette esplanade, il y a encore des vieux sujets qui nous permettent de nous donner un peu d'ombre. Donc ici, vous avez le cimetière numéro 4, qui est un cimetière, comme j'appelle, militaire, c'est-à-dire vraiment où les tombes sont toutes alignées. Et devant, vous avez le cimetière paysager avec des grandes haies qui fait qu'on ne le voit pas beaucoup. Ici, ce que vous voyez avec les feuilles qui sont quand même en train de drôlement jaunir, c'est ce qu'on appelle un front de taille. En effet, ici se trouvait la carrière des feuillants. Les feuillants, pour construire leur monastère, ils ont utilisé les pierres de cette parcelle-là qu'ils avaient achetée à cet effet. C'est la grande perrière, puisqu'une carrière dans l'ancien temps, on appelait ça une perrière. Mais pour vous dire que jadis, il faut imaginer les carriers en train de taper là-dedans pour pouvoir faire le monastère. Vous pénétrez dans le jardin de Fontaine. Ce jardin est un verger conservatoire dans sa partie basse et un espace plus naturel dans sa partie haute. Ce verger conservatoire fait partie des nombreux vergers qui sont autour de la métropole et qui ont été conçus comme une ceinture verte, parce que ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que le site Saint-Bernard, c'est une étape dans la ceinture qui entoure toute la métropole, toute la, comment s'appelle, la ville de Dijon. Ce verger a été constitué en 2003-2004. Ce verger, il a été planté par les enfants de la ville, par les écoliers. Tous les arbres ont un nom d'enfant. Et ce sont des variétés de pommes anciennes, essentiellement. Alors vous avez la cour pendue, vous avez des très jolis noms. C'est que le pommier, c'est pas ce qu'il y a de mieux à Fontaine. C'est plutôt des arbres à noyaux, cerisiers, pruniers. Alors sur les côtés ont été conservées les haies anciennes, avec des variétés plus sauvages, mais vous avez des prunes, vous avez des merisiers, vous avez plein des noix, vous avez tout. Alors regardez ce paysage que vous avez devant vous, avec en face de vous le clocher de Dais. Nous sommes dans un val. Dans ce val qui s'en va vers le Suzon, les eaux, elles coulent, oui, et vous avez tout au long une série de puits. Donc vous en avez un là, vous en avez un qui est toujours visible là-bas, et je peux vous certifier, parce que je le sais par les textes, qu'il y en a un ici. La présence de puits ici n'est absolument pas choquante, et ça montre aussi que cette nappe aquifère sur laquelle sont basés les puits, c'est celle qui alimente la mare. Ici, nous sommes donc chemin des Vaux. Nous voyons dans son ensemble la parcelle du verger. Avec la recréation des murs, je vous ai dit, on va comprendre le passé par rapport aux murs. Et ce mur-là, c'est le mur d'enclos des feuillants. Les feuillants qui étaient installés dans la maison natale de Saint-Bernard, dont vous voyez le clocher, avaient acquis un certain nombre de terres qu'ils avaient fait en chlore. Ces murs, à l'origine, datent du XVIIe siècle. Donc le mur, vous voyez ici, qui est en train d'être refait, puisque je vous ai dit, on refait les murs pour montrer le passé dans le présent. Il se continue, si vous regardez, si vous vous promenez, vous allez le retrouver tout le long. Donc à partir de maintenant, on rentre dans le domaine des feuillants.
Et ce qui est intéressant, c'est que cette partie du domaine, c'est certainement une partie de l'ancien, ce qu'on appelle pourpris du château, c'est-à-dire la partie médiévale. Et cette partie médiévale, je vais vous montrer ce qu'il en reste. Vous avez ici un espèce de petit monticule, c'est le reste d'un moulin. Mais c'est un moulin médiéval. Il y a eu un autre moulin sur la place des Feuillants, c'était le moulin des Feuillants, mais ça n'a rien à voir. Donc ce parc n'est pas une propriété publique, c'est une propriété diocésaine. Mais la ville a conclu une convention avec le diocèse pour ouvrir ce parc au public. C'est-à-dire qu'avant 2000, vous n'entriez pas dans ce parc. Ce parc était essentiellement des pins, qui étaient quand même vieux. On a coupé les pins pour avoir une forêt de feuillus, pour avoir le changement des saisons. Quand vous avez un bois de pin, les saisons ne les voient pas. Quand vous avez un bois de feuillus, les saisons, on les voit. Donc on a les couleurs et on a les oiseaux qui vont avec. Mais on a perdu nos écureuils. Au nœud du parc, la grotte de Lourdes. Le parc a été créé avant la restauration de la maison natale. Les missionnaires voulaient absolument rétablir les pèlerinages, et un pèlerinage, c'est une procession. Ils ont établi ce parc avec des cheminements et qui se noue autour d'un point central qui est celui-ci. C'est une grotte qui a été construite non pas en 1879, mais 20 ans plus tard, en 1899. C'est une grotte de Lourdes. Elle a exactement la même forme. Tout ce que vous voyez là, ça a plus de 100 ans. La Vierge, une Vierge de Lourdes, l'autel qui a été créé en 1899, certainement avec des colonnes de récupération d'ailleurs de la maison natale avant qu'on la restaure. Une chaire, ça n'existe plus maintenant, et vous montiez par un escalier, vous voyez ici, il y avait un garde-corps et le prédicateur venait parler aux pèlerins en haut de cette estrade. Et je vous rappelle que le Saint Bernard, c'est un saint intercesseur. C'est-à-dire quelqu'un à qui on a recours pour demander quelque chose plus haut. Alors, en particulier à la Vierge Marie. Les pèlerins, quand ils passent là, ils passent autour d'un château inventé un peu par les missionnaires. Ensuite, vous avez une porte, le seul vestige du monastère. Et pourquoi il a été conservé? Parce que c'était la porte d'entrée. Et vous voyez la qualité de la sculpture, vous laisse imaginer ce qui a été détruit. On peut toujours rêver. Et c'est une porte du XVIIe siècle, et vous retrouvez tout le décor qu'on retrouve chez Sambin, c'est-à-dire la femme à la serviette. Vous avez ici des guirlandes de fleurs et de fruits. Vous avez le chou bourguignon et vous avez des rosaces qui ont été reprises à l'intérieur des chapelles. Vous avez un jeu d'écho continu. On a continué cette partie-là qui est du 19e siècle et on a juste suggéré la muraille par une haie. Donc tout ça, ce sont des recréations. Ici, c'est un mur du 19e siècle parce que le domaine a été partagé. Il y a une partie qu'on appelle la Muscandée qui était un jardin et puis après des vignes, un verger et puis après des vignes. Mais on a conservé cette muraille pour montrer les anciennes limites. Donc vous voyez ici ce rempart qui a été créé pour pouvoir faire cet ensemble de maisons. Et puis derrière, vous avez les bâtiments d'exploitation, écuries, qui rappellent ce qui existait au Moyen-Âge. Cet ensemble-là, bien dégager la maison natale et orienter le regard vers la maison natale par la création de ce qu'on appelle les escaliers, qui sont des padanes. Les padanes, ça permettait aux bêtes qui étaient chargées de monter facilement. Là devant, il y avait les anciens fossés. Pour rentrer dans le château, il y avait un pont. Vous avez un platelet en bois qui vous montre que le pont permettait de passer sous la herse et de rentrer dans la cour inférieure. Donc vous imaginez un bâtiment tout en pierre de taille avec de magnifiques poutres et de beaux escaliers. Quand la Révolution arrive, bien nationale, confisquée, à vendre. Les entrepreneurs, ils ont vu un bâtiment comme ça, ils ont dit mais c'est une carrière magnifique. Donc les entrepreneurs ont acheté le bâtiment, l'ont entièrement démonté pour reconstruire après. On a eu la chance qu'ils ont détruit une grosse partie de la maison natale, mais ils ont conservé les chapelles
tout simplement parce qu'elles étaient occupées.